Nous allons maintenant parler de la modélisation, un outil pour accompagner la transition agroécologique. Et donc pour ce faire, j'accueille le nouveau binôme, donc Claire Monnier. Bonjour Claire. Donc Claire, tu es chercheuse à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Et Jérôme Berthelot, bonjour Jérôme. Donc tu es directeur adjoint à l'EPL de Fontaine, en charge des expérimentations et du développement. Alors pour commencer cette thématique, Claire, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est la modélisation ? Oui, bonjour. Alors la modélisation, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Donc en fait, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité qui va isoler une partie de cette réalité pour essayer de mieux la comprendre. Donc en fait, dans un modèle, on va définir les entités qui composent le système et on va essayer de formaliser les relations qui entre ces entités. Donc soit simplement sous la forme d'un schéma, soit sous la forme avec des formules mathématiques, ce qui va permettre après d'avoir une estimation quantifiée de l'impact de certaines variables. Alors ces modèles, ils peuvent être plus ou moins détaillés. Donc il y a des modèles qui vont être très détaillés, qui vont permettre de prendre un grand nombre de phénomènes en compte, donc avec potentiellement plus de possibilités de se rapprocher de la réalité. Alors avec l'inconvénient des fois que ces modèles peuvent être un peu plus difficiles à paramétrer, un peu plus longs à faire tourner, un peu plus difficiles aussi pour l'utilisateur de comprendre les résultats. Donc en fait le bon modèle c'est un modèle qui va te permettre de comprendre de mieux comprendre le fonctionnement de ce système et de t'aider après à prendre les décisions. Ok, c'est plus clair maintenant. Et Jérôme, est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition agroécologique ? Quelle est ta définition de la transition agroécologique ? Oui, donc quand tu m'as dit qu'il allait me poser cette question, je me suis dit quand même, il ne faut pas que je me loupe. Donc je suis allé revoir quand même une définition qui me plaisait bien au niveau agroécologie. Donc l'agroécologie, ce que j'ai trouvé, c'est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Et l'agroécologie amplifie toutes ces interactions en diminuant les pressions sur l'environnement et en préservant les ressources naturelles. Donc c'est vrai que cette définition me convenait bien, correspond à l'idée qu'on développe de l'agroécologie dans l'enseignement agricole. Et donc cette notion de transition, en fait, dans une notion de transition, il y a une notion de passer d'un état A à un état B. Donc en fait, cette notion de transition agroécologique, elle est apparue il y a déjà maintenant quelques années. C'était porté au départ par des chercheurs, quelques personnalités. Et puis ça a été repris par le ministère de l'Agriculture et notamment le ministre Stéphane Le Foll, en 2012. Qui a lancé le plan de la transition agroécologique pour la France et qui a été décliné dans l'enseignement agricole, donc c'est la partie que je connais le mieux, au travers d'un premier plan qui s'appelle « Enseigner à produire autrement », que maintenant on appelle numéro 1, puisqu'il y en a un numéro 2 que je vais vous dévoiler par la suite. Et donc ce premier plan Enseigner à produire autrement, donc il avait deux principaux objectifs. Le premier, ça a été d'introduire dans les formations cette notion d'agroécologie avec la modification de programmes, ce que nous on appelle dans notre jargon les référentiels. Et on a introduit cette notion d'agroécologie dans les référentiels. Et puis le deuxième point qui était abordé dans ce premier plan Enseigner à produire autrement, c'était donc en s'appuyant sur les exploitations. Donc on a beaucoup d'exploitations, il y a plus de 200 exploitations dans l'enseignement agricole. Et l'idée, c'était que ces exploitations, elles mettent en œuvre cette transition agroécologique, qu'on puisse s'en servir pour montrer ce que l'on fait sur nos exploitations aux élèves, mais aussi au niveau de la profession agricole. Voilà. Donc ce premier plan, c'était 2014-2018, avec une mise en œuvre déjà de la transition agroécologique. Et puis il a été suivi d'une période de bilan, de diagnostic, 2018-2020. Et on a un nouveau plan Enseigner à produire autrement qui a été lancé en 2020, là, au printemps 2020. Donc ça a pris un petit peu de retard avec le contexte sanitaire, mais là il est en train de se mettre en œuvre. Et dans ce deuxième plan Enseigner à produire autrement, alors il a un intitulé un petit peu différent. Il s'appelle Plan Enseigner à produire autrement
pour l'agroécologie et les transitions. C'est-à-dire qu'on ne va plus se concentrer uniquement sur l'agroécologie, mais aussi sur les transitions climatiques et puis aussi sociétales, puisque dans le monde rural, il y a plein d'évolutions, on voit plein de changements qu'il faut que l'on anticipe. Et dans ce plan qui vise toujours à renforcer la transition agroécologique en s'appuyant sur les lycées agricoles, on va poursuivre le travail sur les référentiels, poursuivre le travail sur les exploitations. Et il y a 2 nouveautés. Les nouveautés, la première, c'est de mettre l'élève au centre de cette transition agroécologique en donnant plus la parole aux élèves sur ces questions, parce qu'en fait, l'agroécologie, il n'y a pas de recette toute faite, comme je disais. Et l'idée, on va piocher des idées, des recettes là où on peut les trouver, et notamment sur le terrain. Et nos élèves qui sont en stage, qui sont fils d'exploitants, sont souvent des sources très importantes pour nous d'inspiration pour cette transition agroécologique. Et puis le dernier point qui va être renforcé et qui rentre tout à fait dans la thématique de la journée, c'est que même si les lycées agricoles et les exploitations, on est déjà beaucoup impliqués sur la diffusion de cette transition agroécologique vers le monde agricole, eh bien, l'idée, c'est de développer encore cette animation vers le monde agricole et que l'enseignement agricole soit encore plus démultiplicateur de cette transition agroécologique. Voilà. J'espère avoir pas été trop long pour répondre à cette question. Voilà. Non, c'est très bien, merci beaucoup Jérôme. Donc Claire, tu as justement développé un modèle qui peut permettre de concevoir des systèmes plus durables. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement, ce modèle Orphée ? Oui, donc ce modèle Orphée, c'est un modèle bioéconomique qui permet de simuler le fonctionnement d'une exploitation avec de l'élevage, donc des bovins, des ovins, des porcs même, et des cultures. Donc un système de polyculture-élevage. Donc ce modèle, il va permettre de définir le niveau d'activité, quelle culture on va faire, avec quel itinéraire technique, quelle taille de troupeau, de façon à maximiser son revenu sous un certain nombre de contraintes. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, dans la transition agroécologique, on a beaucoup de leviers en fait, sur lesquels jouer. Une grande diversité de cultures qu'on veut introduire. On peut jouer sur l'alimentation du troupeau, on peut jouer sur le niveau de production par animal, etc. Et donc, ce modèle va pouvoir permettre de rebattre complètement les cartes et de reconcevoir le système, tout en gardant une certaine cohérence. Une cohérence entre les besoins du troupeau et les ressources de l'exploitation, avec les disponibilités en bâtiment, en travail, etc. Et également avec d'autres objectifs de l'exploitation. Donc, par exemple, dans le cas de la transition agroécologique, on peut fixer un niveau d'autonomie du troupeau ou essayer de simuler cette exploitation avec un cahier des charges différent, en agriculture biologique, par exemple, qui va contraindre effectivement les ressources qui seront disponibles sur l'exploitation. Voilà. Et donc, ce modèle, il a justement été présenté à plusieurs lycées agricoles, dont Fontaine. Est-ce que tu peux nous présenter les objectifs de ce travail ? Oui, donc on a eu Émeric qui a travaillé avec 4 lycées agricoles. Donc après, j'ai repris un petit peu ce travail-là. Il est allé voir donc les chefs d'exploitation pour déjà faire un diagnostic de leur exploitation, dans quel contexte ils étaient, quels étaient leurs objectifs pour transformer leur système, quelles étaient aussi leurs marges de manœuvre, parce que certains étaient prêts à abandonner certaines cultures, d'autres non. Certains avaient des contraintes en travail plus fortes que d'autres. Et donc, dans un premier temps, voilà, on a défini un petit peu le champ des possibles pour faire évoluer cette exploitation. Et puis après, il a fallu quand même qu'on essaye de faire des simulations qui soient le plus réalistes possible. Et donc, un travail a été de paramétrer la production du troupeau et des cultures en fonction du potentiel de l'exploitation et ce qui se faisait déjà. Comme je l'ai dit, le lycée de Fontaine a fait partie de cette expérimentation. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette démarche ? Qu'est-ce que vous recherchiez ? Alors, donc, notre volonté de participer à ce travail de test du modèle, ça s'intégrait dans notre recherche d'aller vers cette transition agroécologique.
Et donc sur l'exploitation de Fontaine, on a donc un troupeau laitier, un troupeau allaitant et des volailles. Et on a un troupeau laitier où on a déjà pas mal travaillé la partie, on va dire, troupeau économe, production de lait économe. Et on était intéressé pour essayer de tester à travers du modèle un système pour aller plus loin en termes d'économie, et notamment en s'appuyant sur des ressources fourragères prairiales avec l'introduction aussi de luzerne. Donc c'était un scénario que l'on souhaitait tester. Ensuite, toujours dans notre réflexion, on a sur cette exploitation un troupeau allaitant qui est présent principalement pour des raisons pédagogiques, et on a aussi pour des raisons d'équilibre du bilan fourrager des parcelles que l'on utilise qui sont situées à une quarantaine de kilomètres du site de l'exploitation. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas très pédagogique, pas très économique, pas très écologique. Donc, on souhaitait aussi utiliser le modèle pour tester, pour modéliser, voir comment on pourrait se séparer de ces terrains en réduisant le troupeau allaitant ou en réduisant le troupeau laitier ou en mixant les deux. Voilà, c'était les deux premiers scénarios qui nous intéressaient plus particulièrement. Et puis ensuite, il y avait un peu un scénario fil conducteur dans les tests du modèle qui était le passage en agriculture biologique. Et donc, on a aussi testé ce scénario, même si nous, ce n'était pas forcément dans les priorités de l'agriculture biologique sur le lycée de Fontaine, mais c'était un scénario qu'on souhaitait tester. Et donc, l'idée, c'était qu'en participant à cette au test de ce modèle, c'était que ça nous apporte aussi des éléments de réflexion pour envisager l'évolution de notre exploitation, les structures futures de l'exploitation. Voilà. Est-ce que donc la mise en place de ce modèle dans les lycées, tu as dû faire face à des difficultés particulières ? Les difficultés sont la complexité de la réalité, en fait, parce que ces fermes, elles sont toutes, vu qu'elles ont aussi à visée pédagogique, elles sont très diversifiées, donc avec différentes activités d'élevage, mais aussi une grande diversité de cultures. Ils sont également très innovants avec l'intégration des fois de cultures nouvelles, avec et des contextes assez différents, d'agriculture biologique, raisonnée, etc. Donc du coup, ça nous a demandé effectivement de reparamétrer le modèle, voire même de le transformer profondément avec l'intégration des intercultures qui sont de plus en plus présentes en fait dans les lycées agricoles et qui sont vues comme un des leviers pour assurer l'autonomie. Donc voilà, un gros challenge en fait de se rapprocher d'exploitations réelles, mais aussi des exploitations particulièrement compliquées, avec également aussi des ressources en machines, en main-d'œuvre qui sont très particulières dans ces lycées-là. Donc voilà, un gros challenge. Et côté lycée agricole, est-ce que c'était aussi un challenge ? Alors, oui, je partage l'analyse de Claire. C'est vrai que, par exemple, sur Fontaine, on a par exemple un atelier de volaille, et donc la partie, on va dire, monogastrique n'était pas intégrée au modèle, donc il a fallu qu'on fasse des choix. Alors là, finalement, ça n'a pas été une grosse difficulté parce que l'atelier étant bien distinct par rapport aux deux autres ateliers de production ruminants, on a pu le dissocier facilement. Après, on a eu des petits soucis techniques notamment on réalise de nombreuses intercultures depuis des années, et donc on a fait pas mal travailler Émeric et Claire sur l'intégration de ces intercultures, comme Claire venait de le dire, dans le modèle. Après, moi, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est pour impliquer pédagogiquement les enseignants et les élèves, parce qu'on a certainement commis une erreur au début, c'est qu'on a commencé par présenter le modèle dans le détail aux enseignants. Et en fait, on est sur un modèle de recherche très complexe, et quand on a ouvert le capot et qu'on leur a montré ce qu'il y avait dedans, ils ont pris peur, en fait. Voilà. Et je pense il aurait fallu simplement leur expliquer comment fonctionnait le modèle, sans rentrer dans les détails, parce que quand on rentre derrière tous ces tableurs, c'est impressionnant.
Et je pense qu'ils ont pris peur, et ils avaient peur de ne pas arriver à faire ce travail complexe avec des élèves. Alors que finalement, c'était simplement fournir de la donnée, et après, les chercheurs et les techniciens faisaient la saisie, et donc ils n'avaient pas à avoir cette crainte. Voilà. Et ça, c'est la principale difficulté que l'on a rencontrée, c'est une difficulté à impliquer les élèves jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que tu retiens de positif? Alors, le côté très positif, c'est que nous, ça nous a permis d'apporter des éléments de réflexion par rapport à ce qu'on souhaite faire sur l'exploitation. Notamment par rapport à l'évolution de notre troupeau allaitant par rapport à ces terrains qui sont excentrés par rapport au site de l'exploitation. On a des éléments. Après, il faut qu'on poursuive l'analyse avec peut-être des outils qui rentrent plus dans le détail, comme refaire des choses toutes simples, des bilans fourragers, ou économiquement refaire des choses qui marchent encore, comme des budgets partiels, des choses comme ça, pour aller plus loin dans l'analyse. Mais l'intérêt, c'est que ça trace une piste, et ça à nous ensuite d'aller plus loin dans l'analyse pour définir ce que l'on veut exactement comme projet pour l'exploitation. Donc c'est là où ça a été intéressant, c'est de nous donner des indications. Voilà. Très bien. Et toi, de ton côté, Claire, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aller encore plus loin? Moi, ce que je retiens, c'est la richesse des échanges avec les chefs d'exploitation, et ceux qui ont travaillé avec nous, parce que j'ai trouvé que leur réflexion était très intéressante, qu'ils étaient très proactifs et innovants. Donc, effectivement, ça nous poussait à améliorer notre modèle, à améliorer notre réflexion. C'est vrai que même quand on réfléchit autonomie, après on avait commencé à travailler sur des scénarios d'autonomie, et on s'est dit oui, mais en fait travailler sur l'autonomie pour une année moyenne, est-ce que vraiment ça a du sens tout seul? Et l'étape d'après, ça va être de tester effectivement cette autonomie sous divers aléas climatiques, pour voir si les résultats sont robustes et apportent vraiment quelque chose de plus. Donc effectivement, pour aller un peu plus loin, ça sera de faire une analyse de sensibilité des options proposées, même si elles restent assez larges, par le modèle. Et puis après, d'essayer d'en tirer pour aussi la recherche quelques grands éléments de réponse sur quels sont les grands mécanismes, entre guillemets, qui permettent d'aller vers plus d'autonomie, plus de durabilité, et avec quelle contrepartie, puisque parfois ça s'accompagne quand même de baisse de revenus ou de baisse de productivité. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux témoignages. Ça montre bien la richesse qui peut sortir d'un partenariat entre les lycées agricoles et la recherche. Et il y en aura d'autres qui seront illustrés au cours de la journée. Donc on va tout de suite passer au temps de questions. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur l'application WooClap. Donc je regarde s'il y a des premières questions. Alors on a une première question, donc peut-être plus pour Claire, sur le modèle Orphée. Est-ce que ce modèle pourrait être un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs, ou est-ce que c'est simplement un modèle de recherche ? Alors pour l'instant, ça reste un modèle de recherche. D'une part parce qu'il est assez complexe, vu que c'est un modèle d'optimisation. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées de façon endogène par le modèle, donc pas toujours facile à se saisir par les utilisateurs. Et puis également, il y aurait un travail important à faire sur la convivialité du modèle, de son utilisation, être sûr qu'en fait, il y ait des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de simulation qui soit infaisable et qui mettent l'utilisateur un peu dans le désarroi parce qu'il ne sait pas pourquoi c'est infaisable. Donc effectivement, pour que ça devienne vraiment un outil d'aide à la décision qui soit utilisable et avec lesquels l'utilisateur puisse faire un grand nombre d'essais, de jouer un petit peu avec, c'est un petit peu ça l'objectif, pour vraiment comprendre le système. Il y aura un gros travail à faire pour que cet outil soit peut-être simplifié, plus accessible et plus robuste à toute forme d'utilisation. Merci. On a une question, donc la question arrive tout de suite.
J'aurais voulu savoir si vous envisagez de continuer votre collaboration au-delà donc du projet de la collaboration dans laquelle vous avez de la collaboration que vous avez développée dans le cadre du projet, et si oui, dans quels objectifs? Est-ce que ce sera des nouveaux objectifs? Et comment vous envisagez de lever les limites que vous avez présentées, notamment liées à l'utilisation de l'outil par les enseignants? Je peux commencer peut-être. Donc les collaborations, ça va être, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même dans l'objectif, dans les prochains mois, de refinaliser quelques résultats. Donc rediscuter avec les chefs d'exploitation. Après, c'est vrai que ça aurait été bien, on avait envisagé de présenter soit au comité de pilotage du lycée, soit éventuellement dans les classes pour rediscuter des résultats. En tout cas, sans qu'il y ait vraiment une utilisation réelle par les élèves, mais en tout cas que ça permette de lancer des discussions, on l'avait envisagé. Et puis avec le contexte du Covid, en plus, on a un peu abandonné. Donc après, à voir si ça peut se faire ou pas. Et après, en termes d'outils d'aide à la décision, il faudrait qu'on discute aussi un petit peu plus sur quel est le cahier des charges, qu'est-ce que les élèves ont vraiment besoin pour apprendre, en fait. Est-ce que nous, on est en mesure de le faire, ou est-ce que c'est plutôt vers d'autres types de recherche ou de prestataires qu'il faut se tourner? Donc oui, juste pour compléter, nous en tant que lycée agricole, on est toujours intéressés par ce type de collaboration. On est bien sûr en lien toujours pour finaliser, comme disait Claire, les résultats du modèle. Et par rapport à l'utilisation pour les élèves, on peut l'envisager. Je pense que l'analyse du résultat issu de la modélisation des scénarios, c'est tout à fait jouable d'être analysé avec des élèves. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on pourrait le refaire et le poursuivre. Et donc le poursuivre, oui, avec des analyses, comme je disais, plus approfondies sur certains points. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait actuellement. Suite au travail qui a été fait, on a poursuivi la réflexion par rapport à notre système. Et voilà, après, la question du modèle aussi, ce que je voulais dire, c'est que la modélisation donne des indications, mais derrière, c'est un outil d'aide à la décision. Et derrière, il y a bien une décision à prendre. Et ça, on va dire que c'est la finalité ensuite de l'utilisation du modèle qu'on peut faire avec des élèves, soit en vrai, soit à blanc. Voilà. Alors, on peut prendre encore une dernière question. Oui, j'avais une question qui rejoignait la première question posée. On comprend bien que les agriculteurs ne peuvent pas utiliser directement un modèle tel que Orphée, mais est-ce que ça peut servir à faire des formations de conseillers agricoles dans le monde professionnel, en coopérative ou dans les chambres d'agriculture? Oui, je pense que ça peut surtout aider en fait à mieux comprendre les interactions entre les différentes parties du système. C'est-à-dire, OK, on a tel objectif, on veut aller vers tel système. Quelles sont les conséquences que ça va avoir sur la réorganisation de ce système-là, sur les indicateurs de sortie? Donc, pour vraiment travailler sur l'approche systémique, en fait, je pense que c'est intéressant. Après, on pourrait effectivement avoir des ateliers pour tester le modèle, et justement, mais dans le but d'avoir cette compréhension de l'aspect systémique, en fait. Et voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe si on relâche une contrainte, qu'est-ce qui se passe si je change un peu de contexte économique, si je vais avoir un nouveau cahier des charges, est-ce que ça va avoir est-ce qu'avec une petite substitution, un changement à la marge, ça va, ou est-ce qu'il faut vraiment aller vers des changements plus importants? Merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour votre participation.